Voilà donc la partie consacrée à Paul Ricoeur et à l'identité narrative. Je rappelle que dans cette partie-là, y compris pour celle de Charles Taylor et de Hannah Arendt, il s'agit en fait de poursuivre ce qu'on a ouvert et réfléchi dans la partie de Johann Gottlieb Fichte, à savoir la question de la relation à soi. Johann Gottlieb Fichte nous expliquait que la relation à soi était en fait une relation qui avait à se réaliser et que pour se réaliser, elle devait s'extérioriser dans un projet d'existence qui devait en quelque sorte toujours se ressasser, se reprendre pour se reprojeter indéfiniment, dans une sorte de travail perpétuel. Maintenant, ce qu'on va voir avec ces trois philosophies, donc celle de Paul Ricoeur, celle de Charles Taylor et celle d'Hannah Arendt, mais dans cette vidéo aussi celle de Paul Ricoeur, c'est comment est-ce que ce projet d'existence peut se formaliser. On va essayer de comprendre quelles peuvent bien être les quelques, en tout cas, différentes formes que peut recouvrir ce projet d'existence. Et donc avec Paul Ricoeur, la forme que ça va recouvrir, c'est une forme narrative. Paul Ricoeur travaille autour de ce concept notamment de l'identité narrative. Avant d'entrer en la matière, j'aimerais préciser que c'est un concept particulièrement important, très opérant, et que vous allez probablement rencontrer de manière assez fréquente dans le cadre de vos stages. C'est-à-dire que il est probable que les professionnels que vous allez rencontrer ou les bénéficiaires qui rentreront dans cette forme de narration, d'identité narrative, n'utilisent pas le terme d'identité narrative. C'est un terme qui provient de la philosophie de Ricoeur notamment, mais qu'il se trouve en fait dans un comportement, une action qui joue l'identité narrative. Et donc vous pourriez vous dire que chaque fois qu'on va avoir une personne qui va raconter un événement vécu, qui va se raconter ou qui va partager, donc se partager à travers la mise en récit, c'est-à-dire à travers son histoire de vie, eh bien, on va jouer quelque chose de l'identité narrative. Alors, pourquoi est-ce que ce concept nous intéresse? Parce qu'en fait, on avait déjà compris avec Karl Jaspers et avec Johann Gottlieb Fichte que l'identité n'était pas quelque chose de statique, définitivement donné, qu'on aurait simplement à, à dévoiler, mais c'est quelque chose qui se situe davantage dans une dynamique et donc davantage dans un projet qui est à construire. L'identité n'est pas quelque chose qui est en nous comme ça, c'est davantage quelque chose qui s'élabore, qui se construit dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'expérience, dans le rapport à soi-même. Et donc c'est exactement dans cette même veine que s'inscrit également Paul Ricoeur, on le dit au passage, mais il est très influencé par Hegel. En tout cas, Hegel a une certaine influence dans sa pensée, mais Hegel, qui est un philosophe de l'idéalisme allemand de l'époque de Fichte, est lui très influencé, mais extrêmement influencé par la pensée de Fichte. Ce qui veut dire qu'on retrouve des éléments de Fichte dans la pensée d'Hegel, et que donc si Paul Ricoeur est inspiré de Hegel, sans doute qu'on aura des éléments de la pensée de Fichte, et vous retrouverez, pour ceux qui comprennent bien le fond des choses, en fait des éléments qui sont similaires. Qu'est-ce qu'il nous dit Paul Ricoeur? Il interroge cette relation à soi et il dit cette relation à soi, elle peut se construire, il va être même plus précis, elle peut se co-construire, donc à plusieurs, dans un projet, dès lors que nous sommes dans une mise en intrigue, une mise en narration de notre vécu. Je donnerai quelques exemples qui donneront à penser et qui essaieront de vous montrer à quel point c'est pertinent dans le cadre de tout le champ psychosocial, mais aussi dans les soins de santé, même si ça vous concerne moins, mais c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de ce concept-là. Paul Ricoeur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans la relation à soi, donc dans la conscience qu'on a de nous-mêmes, il y a en quelque sorte deux rapports que nous avons à nous-mêmes. Nous avons un rapport qui est immédiat, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer un rapport qui est directement collé à soi, et un autre rapport qui est médiat, donc envisager un rapport de distance. Concrètement, il y a dans la relation avec nous-mêmes, eh bien, quelque chose qui est directement ce qu'il est. Je peux être par rapport à moi-même dans un rapport d'évidence. Je sais qui je suis, je me connais. Je pourrais être dans un rapport de transparence, de clairvoyance. Il n'y aurait aucun élément de mon identité qui demeurait obscur ou non connu. Voilà, je serais plutôt dans un rapport d'évidence. Donc, il n'y aurait pas tellement de doute ou d'étonnement ou quelques autres affects de ce genre-là par rapport à moi-même. Je suis plutôt affirmé, confirmé dans dans ce que je suis, etc. Mais Ricoeur nous dit, bon, ça c'est le rapport très immédiat, donc c'est-à-dire où on est directement qui on est, sans autre réflexion, si vous voulez. Et puis, Paul Ricoeur nous dit, mais il y a aussi un rapport de médiation, un rapport de mise à distance par rapport à soi. Et ce rapport de médiation, vous pourriez le traduire comme, en fait, une capacité à se réfléchir,
c'est-à-dire une capacité à se remettre en question, une capacité à être critique par rapport à soi-même, une capacité à accueillir la critique, une capacité aussi à construire ensemble de la critique pour mutuellement s'interroger. Et donc, c'est ça que va faire cette médiateté, ce rapport de médiation avec soi-même, c'est en fait de construire l'écart qu'il y a entre soi et soi, ou entre soi et nous, ou à l'intérieur d'une collectivité. C'est ça qu'essaie de penser Paul Ricoeur. Donc il va dire, dans notre identité, il y a ce qu'on appelle de l'idem, ce qui veut dire quelque chose qui est de l'ordre du même. C'est quelque chose qui est identique à soi. C'est ce que j'expliquais, ce rapport d'évidence. On est directement qui on est, sans autre questionnement. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ipse. Ipse, donc les deux termes viennent du latin. Ipse, qui en fait est propre à soi. C'est ça que ça signifie, qui est propre à soi-même. Et donc, c'est là que la philosophie de Paul Ricoeur devient intéressante, c'est que l'ipse, c'est bien le rapport de médiation, c'est un rapport par lequel on va s'approprier soi-même. On va rendre propre à soi quelque chose qui ne l'était pas forcément. Je vais vous donner des exemples très simples, didactiques, et puis des exemples plus précis, euh, issus de réalité. Un exemple très simple, c'est qu'on pourrait imaginer un trait de caractère, la gentillesse, la bienveillance, imaginons, ou des comportements, des attitudes comme celle-là. Imaginons la gentillesse. Un trait de caractère. On pourrait imaginer qu'on est 100 personnes qui soient gentilles, c'est notre trait de caractère. Ça, ce serait notre idem, c'est-à-dire qu'on serait dans un rapport d'évidence par rapport à ça, c'est-à-dire que si on nous demande qui on est, nous dirions que la gentillesse est un trait essentiel de notre identité, de notre caractère, de notre personne. Mais le rapport de médiation, cette ipséité, ce serait toutes ces manières dont on a réfléchi. Et réfléchir, c'est pas simplement quelque chose qui serait cognitif, frontal, hein. Ce serait davantage, ça pourrait être aussi quelque chose qui s'est réfléchi, mais qui s'est expérimenté. Ce serait l'ipséité, ce serait toutes ces manières par lesquelles on a pu introduire de la distance entre soi et soi-même, et qui ont permis qu'on développe notre propre manière, une manière à soi, d'être gentil. Et donc, c'est plus la gentillesse en général, c'est une manière propre à chacun des êtres humains d'incarner cette forme de gentillesse. C'est ça l'ipséité, c'est de rendre propre à soi. L'identité narrative, si vous voulez, donc vous comprenez bien que l'ipsé, donc cette médiation, elle peut se faire de plein de manières différentes. Si on vous pose une question, vous pourriez être en distance par rapport à vous-même. Si on vous pose une critique, si dans une réflexion partagée en pluriprofessionnalité, vous êtes interpellé dans une pratique ou vous interpellez une pratique professionnelle, ben, vous pourriez être dans une mise à distance ou vous pourriez mettre les autres à distance aussi, donc introduire une réflexivité. Mais Paul Ricoeur dit il existe une manière de réflexivité particulière et particulièrement intéressante parce qu'elle permet de construire encore notre identité, qui est l'identité narrative. Donc si on comprend bien, l'identité narrative serait en fait une manière d'entrer en médiation avec soi-même pour se construire, se retrouver. Je continue, puis on donnera un autre exemple. Paul Ricoeur nous dit donc l'idem, c'est ce qui est identique à lui-même. L'ipsé, c'est le travail par lequel on s'approprie quelque chose proprement à soi-même, qu'on rend propre à soi-même. Et ce que Ricoeur appelle le qui. Il va dire l'idem, c'est le quoi, c'est le contenu, c'est ce que nous sommes, le ce que nous sommes. L'ipsé, c'est le qui nous sommes. Et l'identité narrative, c'est le comment, c'est la manière par laquelle on devient qui on est. Et donc, cette identité narrative, si vous voulez, c'est le comment ce que je suis, mon idem, le comment ce que je suis devient qui je suis. C'est ça l'identité narrative. Autrement dit, le fait de se raconter va permettre à la personne, par exemple, de rendre propre à soi-même une expérience qu'elle a vécue et dont elle était peut-être détachée ou une expérience peut-être qu'elle a subie. Je prends l'exemple qui doit nous permettre d'illustrer et de comprendre plus en profondeur cette identité narrative. Prenez le cas du traumatisme. Posons l'hypothèse, il y a d'autres manières de le comprendre, mais posons l'hypothèse que le traumatisme joue en fait, cristallise une relation à notre passé. C'est-à-dire que si j'ai une expérience traumatique qui m'a traumatisé, il pourrait se faire qu'à certains moments de mon processus de développement, eh bien,
Si je suis toujours en situation d'être traumatisé, ce qui se joue en fait, c'est que mon passé ne passe jamais véritablement. C'est un passé qui s'impose à moi et la manière dont j'imagine qui je suis et la manière dont j'imagine qui je serai dépendront toujours, seront donc en dépendance de ce passé traumatisant. Ce qui veut dire que toute mon identité, tout son développement présent et futur sont en dépendance d'un élément traumatique. Et le risque du trauma, si on fait cette hypothèse-là, c'est de se cristalliser, donc de cristalliser son identité, ce que nous sommes à partir du trauma. Sauf que le trauma a généralement une tendance à diminuer la représentation que nous avons de nous-mêmes, et donc à engendrer par exemple des baisses d'estime de soi, un rapport de dévalorisation de soi, un rapport de dépréciation de soi. Et donc, si ce rapport de dépréciation de soi est engendré présentement, et que je suis encore dans ce rapport très traumatisé à ce passé, eh bien, il est fort probable que mes ouvertures sur les perspectives futures soient aussi dans un rapport diminué à moi-même. Donc, concrètement, le traumatisme peut diminuer mes puissances d'agir et mes puissances d'être. Ça, c'est ce que je peux engendrer le traumatisme. Pourquoi? Parce que le traumatisme est une expérience qu'on subit. C'est pas une expérience qu'on a choisie, c'est une expérience qu'on subit. Et donc, ça veut dire que le sens du trauma, le sens de ce passé-là, le sens qu'on donne à ce passé-là, n'est précisément pas un sens que nous donnons. C'est plutôt cette impression que ce passé s'impose à nous. Et le sens qu'il a pour nous, c'est pas nous qui lui donnons, c'est plutôt lui qui nous l'impose. C'est comme si ce passé nous détermine sans que nous puissions rien en dire en retour. Et tout le travail de résilience, tout le travail du processus thérapeutique, c'est de permettre progressivement à des sujets de pouvoir considérer que ce passé, effectivement, les caractérise, et les caractérise en tant qu'êtres diminués, des personnes victimes, des personnes blessées, des personnes déchirées, des personnes en rupture avec elles-mêmes, des personnes effondrées, des personnes accablées, etc., etc. Tout le travail de la résilience et du processus thérapeutique, c'est de se dire, en fait, ce passé qui s'impose à nous, on peut aussi, nous, depuis notre présent, travailler sur des ouvertures qui vont nous permettre de comprendre que nous pouvons aussi, depuis aujourd'hui, être en relation, initier des relations plus actives et pas seulement subies du passé, mais tourner vers ce passé en se disant, mais en fait, ce passé, c'est pas simplement un élément que je subis, c'est un élément que je peux commencer à travailler. Ça devient une expérience vécue, ça commence à devenir mon expérience parce que c'est moi qui commence activement à lui donner un sens. Je vous donne un exemple, je ne vais pas vous le donner dans le détail parce qu'il faut respecter la question de l'anonymat des personnes qui ont réellement vécu ça, mais vous pourriez avoir des expériences où des personnes se retrouvent en situation d'être traumatisées et cette expérience traumatique s'impose à elles. Par tout un processus thérapeutique, elles commencent à mettre des mots sur ce qu'elles vivent, sur ce que ces personnes ont vécu. Elles commencent à mettre des mots. Donc elles identifient, elles verbalisent, elles conscientisent. Et donc on passe d'une expérience traumatique qui s'impose à moi et qui me détermine complètement à une expérience qui me détermine toujours, mais que je peux aussi moi en retour commencer à déterminer. Je lui donne du sens en lui donnant des mots. C'est une première relation active, une première manière de déterminer. Une deuxième manière de faire, c'est, et donc là on est en train de se raconter, hein, c'est de l'identité narrative. Une deuxième manière, ce serait de dire, ben en fait, je mets des mots et je partage cette expérience avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences traumatiques similaires. Donc c'est, mon expérience n'est plus simplement quelque chose qui s'impose à moi, c'est quelque chose que je peux travailler et conscientiser, parce qu'il y a des choses à comprendre sur moi-même et sur ce qui se passe pour moi aujourd'hui à l'intérieur de cette expérience. Et c'est une expérience que je peux commencer aussi à partager. Je peux constater, par exemple, que ça fait du bien de se partager. Parfois oui, parfois non. À certains moments oui, à certains moments non. Parfois ça ne fait pas du bien. Mais je peux constater que cela. Je peux constater aussi, troisième mouvement, donc donner du sens, partager l'expérience. Je peux constater aussi qu'en partageant mon expérience par rapport à une situation traumatique, ça peut être utile à une autre personne qui a aussi vécu le trauma. Et donc vous voyez que cette identité narrative, toutes ces manières qu'on a eues de pouvoir se raconter, en fait permettent de passer d'une expérience, d'un rapport à son vécu, c'est ça l'ipséité, d'un rapport à son vécu qui est un vécu qui s'impose à nous, donc qui n'est pas vraiment notre vécu, à un vécu qu'on va pouvoir signifier, qu'on va pouvoir partager et qu'on va pouvoir rendre utile à d'autres. Ça, c'est vraiment tout un déplacement qui se joue et donc on a fait de sa douleur, eh bien, une expérience qui devient notre expérience, dont on s'est approprié le sens. Et donc on commence à en faire, non pas exactement tout ce qu'on en veut, mais on peut commencer à avoir un pouvoir d'action sur cette expérience-là. Voilà ce qui clôture la première partie avec Paul Ricoeur.